Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire et cette masterclass sur le décryptage du plan France Relance. Nous sommes heureux d'accueillir Saint-Gobain Solutions France parmi nous ce matin. Donc, il y a toute l'équipe Saint-Gobain qui est avec nous ce matin. Donc, ce webinaire va durer 1 heure, 45 minutes de présentation et de détails, par exemple, du plan France Relance par Saint-Gobain. Et ensuite, il y aura 15 minutes de questions-réponses. Donc, les questions-réponses, je vais vous demander directement de les poser dans le chat. Donc, le petit chat là où tout le monde a posé, tout le monde peut écrire directement la petite bulle. Vous pouvez écrire directement là-dessus et nous, l'info de service, on posera les questions directement à Saint-Gobain à la fin de la présentation. Donc, c'est 45 minutes de présentation, puis 15 minutes de questions-réponses. Donc, ce webinaire est spécial sur la masterclass décryptage de France Relance, du plan France Relance, présenté par notre partenaire plus Saint-Gobain. Pour vous resituer le contexte, Intec Service est un organisme créé par l'Intec, qui est l'Union nationale des économistes de la construction. Nous apportons des solutions concrètes aux économistes de la construction et ainsi que la filière BTP à travers des formations continues, des événements comme aujourd'hui, mais aussi des logiciels métiers. Donc, je suis Charline Piffero, chef de projet marketing, et je suis avec ma collaboratrice Stélia Alberto. Sofiane n'a pas pu se rendre parmi nous, il a pour raison personnelle, donc il suivra à distance. Je vais laisser l'équipe Saint-Gobain se présenter. Et si vous avez des questions, voilà, pas de souci, vous pouvez les poser dans le chat. L'équipe Intec Service est là pour y répondre. Je vais vous demander à tout le monde de couper votre caméra ainsi que votre micro pour éviter toute interférence et tout problème de connexion parce que la bande passante voilà, peut avoir quelques soucis. Donc, merci à tout le monde de couper caméra et micro et les questions seront par écrit. La présentation vous sera bien sûr envoyée à la suite de ce webinaire. Le contact, bien sûr, des intervenants aussi. Il me semble que j'ai rien oublié. Je vais vous laisser vous présenter Olivier ainsi que toute l'équipe. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire pour cette matinée. Bien, merci Charline. Merci à l'Intec de nous proposer ce format de webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je suis Olivier Servon, je suis le directeur de Saint-Gobain Solutions France et le porteur du partenariat avec l'Intec. Et aujourd'hui, donc, nous vous proposons de vous décrypter le plan France Relance dans un premier temps et nous aurons une deuxième session vendredi pour vous présenter de quelle manière, avec les solutions des différentes filiales du groupe Saint-Gobain, vous pouvez choisir des produits et services pour concevoir des projets adaptés au cahier des charges qui sont aujourd'hui lancés dans le cadre de France Relance. Pour ce faire, aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Pascal, Arnaud, Sébastien et Ronan qui prendront la parole successivement lors de la présentation marché par marché des mécanismes de France Relance. Et je vous propose sans attendre de démarrer la présentation. Alors, la rénovation énergétique, comme vous le savez, c'est un levier majeur pour, d'une part, réduire l'impact environnemental du bâtiment, mais aussi redynamiser l'activité économique du secteur. Le bâtiment, comme vous le savez tous, c'est une part majeure de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau national, et c'est aussi, donc avec 25% de nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi une part majeure de nos consommations d'énergie. 44% des consommations d'énergie primaire de la France sont liées aux consommations énergétiques du parc de bâtiments. Et donc, évidemment, lorsque l'on a un secteur aussi consommateur et aussi émetteur de gaz à effet de serre, il est bien évident que c'est un enjeu majeur en matière de politique énergétique et de politique environnementale pour la France que de pouvoir agir rapidement et efficacement pour réduire l'ensemble de ces consommations et des émissions. C'est ce qui a été inscrit dans la stratégie nationale bas carbone avec un objectif à 2050, mais vous savez tout aussi bien que moi que nous sommes très en retard dans la trajectoire pour atteindre l'objectif national de la stratégie bas carbone et que nous n'avons pas aujourd'hui le bon rythme de rénovation énergétique. C'est pour cette raison que le plan France Relance s'est orienté vers la rénovation énergétique
pour pouvoir, d'une part, accélérer le mouvement dans l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone et reprendre dès à présent une trajectoire plus adaptée, et d'autre part, pour redynamiser l'activité économique du secteur du bâtiment, puisque la rénovation énergétique est un secteur d'activité qui permet de dynamiser de manière diffuse dans tous les territoires la très grande majorité des activités du secteur du bâtiment. Mais la réno énergétique, c'est aussi un sujet qui est plébiscité par les Français. Et ici, vous avez un extrait d'une étude BVA qui a été faite au mois de septembre 2020 pour Isover, filiale du groupe Saint-Gobain. Et vous pouvez constater que lors de cette étude, 93% des Français estiment que suite à l'isolation de leur logement, l'isolation est efficace et ils sont contents des travaux réalisés. Et par ailleurs, quand on regarde plus en détail dans la granulométrie de l'étude, on voit que suite à des travaux de rénovation énergétique, les Français voient effectivement, constatent des baisses de factures énergétiques, sont aussi ravis d'améliorer l'impact sur l'environnement. Et enfin, et pas des moindres, la rénovation énergétique et en particulier l'isolation sont des types de travaux et des types d'améliorations qui permettent non seulement de traiter des sujets énergie, environnement et de la facture énergétique, mais qui permettent aussi de gagner en confort et qualité de vie au sein des logements et au sein des bâtiments, en particulier en termes de qualité acoustique, en termes de qualité de l'air, en termes de confort hygrothermique en été comme en hiver. Et donc, nous avons aujourd'hui un faisceau concourant qui a permis donc de mettre le sujet de la rénovation énergétique comme une des top priorités du plan de relance au niveau national. Et ici, vous avez une diapositive de synthèse dans laquelle on va rentrer beaucoup plus en détail par la suite. Donc, au sein du plan France Relance, qui a été annoncé par le gouvernement, et de la mobilisation des 100 milliards d'euros sur 2 ans pour relancer l'activité économique des différents secteurs français suite à la crise sanitaire. Vous avez pu voir que ce plan France Relance était divisé en 3 grandes parties, dont une première partie dédiée à la transition énergétique, avec 30 milliards d'euros dédiés à la transition énergétique, transition écologique, pardon. Et au sein de ces 30 milliards d'euros, vous avez le premier chapitre qui a été mis en avant en premier lieu, qui est la rénovation énergétique des bâtiments, avec 6,7 milliards d'euros du plan France Relance consacrés sur 2 ans à la rénovation énergétique des bâtiments, et une subdivision, encore une fois, pour 2 milliards d'euros. Ce montant sera attribué à des aides à la rénovation du logement privé. Et pour 4,7 milliards d'euros, ces aides seront attribuées à la rénovation énergétique de bâtiments publics, de logements sociaux et la rénovation de locaux de TPE-PME dans une moindre mesure. Par ailleurs, lorsque vous regardez l'ensemble des dépenses prévues, envisagées dans le cadre de France Relance, vous retrouvez aussi des parties bâtiments avec des aides à la rénovation de bâtiments de santé dans le chapitre dédié au Ségur de la santé, sur lequel nous allons revenir. Là, nous ne sommes pas sur les mêmes constantes de temps. On est sur un chapitre Ségur de la santé qui s'étale sur 5 ans, et au sein duquel on va retrouver 2,5 milliards d'euros d'investissement pour la rénovation énergétique du parc de bâtiments de santé, et en particulier du parc hospitalier. Donc, vous voyez ici des montants qui sont très importants et qui ont vocation donc à être dépensés rapidement pour pouvoir redynamiser le secteur du bâtiment avec un prisme dédié à la rénovation énergétique. Alors, la rénovation énergétique, alors si on passe à la diapositive suivante, Ronan, je te remercie. Ce qui est important maintenant, au-delà de ces grands chiffres, c'est de faire en sorte que la rénovation énergétique et la rénovation tout court démarrent et redémarrent, pour que ces montants importants puissent effectivement être dépensés à bon escient. Et à ce titre-là, nous avons identifié que pour la réussite du plan, il y avait plusieurs freins à lever dans la filière bâtiment. Le premier frein, c'est qu'il faut effectivement pouvoir valoriser et utiliser dans les rénovations des solutions qui soient à la fois innovantes, productives et respectueuses de l'environnement, et profiter de cette occasion pour accélérer l'usage de ces solutions.
Par ailleurs, donc, il est clair qu'on a un vrai risque aujourd'hui dans le cas d'hésitation de maître d'ouvrage, parce que les processus de rénovation énergétique sont complexes, sont longs, que l'on soit dans de la rénovation de logements privés ou dans la rénovation de bâtiments publics ou même en copropriété. Les processus liés à la rénovation sont longs et complexes, et donc nous avons tous dans la chaîne de valeur des offres dans le domaine du bâtiment un rôle à jouer pour pouvoir rassurer et faire en sorte de simplifier ces processus pour que ce plan soit effectivement une réussite. Et enfin, nous avons un enjeu fort de formation et de qualification de l'ensemble des entreprises. Et à ce titre-là, nous proposons nous-mêmes des offres d'aide à la formation et à la qualification des entreprises. Donc, avec ces différents freins-là, nous avons souhaité, en tant que Saint-Gobain, jouer un rôle important et prendre notre part de responsabilité dans la réussite de ce plan de relance. Et c'est bien dans ce cadre-là que nous avons souhaité, aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec Intex Service, vous apporter ce décryptage. Puis, dans ce second volet, vendredi, vous apporter des exemples de solutions qui permettent de faire le job correctement. Alors, comment ça va se passer dans la suite de cette masterclass? Donc, nous sommes dans la première partie de la masterclass et nous allons vous aborder, vous décrypter les différents segments de ruissellement d'argent public pour permettre de dynamiser et de déclencher des travaux de rénovation énergétique. Avec dans un premier temps, les logements privés, puis les logements sociaux, puis nous aborderons les bâtiments publics avec le secteur de la santé ou le secteur de l'enseignement, sachant que les autres bâtiments publics bénéficient de mécanismes d'attribution d'aide qui sont les mêmes que dans le secteur de l'enseignement. Et donc à ce titre-là, sans transition, je vais passer la parole à Ronan pour la partie logement individuel. Ronan, tu vas pouvoir te présenter et prendre la main pour la suite de la présentation. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, présentation par contre. Ouais, il y a eu un petit sautage. Je suis désolé. Hop. Pardon. Ça devrait être rétabli désormais. Alors nous sommes au début. Tout va bien. Nous voyons ton écran. Ouais. Je suis désolé. Oui, donc on va commencer tout de suite. Merci Olivier, merci pour cette première introduction. Donc je suis Ronan Legal, je suis responsable du marché du logement individuel, avec principalement les maîtres d'œuvre et les maîtres d'œuvre et aussi les constructeurs de maisons individuelles. Donc ce qu'on peut observer déjà en premier mapping concernant le logement privé, c'est qu'il y a eu pas mal de mouvements avec des aides qui étaient déjà existantes sur un ensemble de panels d'à peu près de 30 millions de logements. On en arrive à 9,7 qui sont sur du logement collectif privé et un peu moins de 20 qui sont sur de la maison à privé. Si on descend un niveau en dessous, on se rend compte qu'il y a une distinction qui est importante à faire, et particulièrement quand on parle des aides à la rénovation dans le logement collectif, d'une part entre les occupants et les copropriétés, et dans le logement individuel d'autre part entre les occupants et les bailleurs, avec des gros mécanismes en fait d'investissement, notamment pour de la défiscalisation, qui sont légèrement en train d'évoluer au niveau des dernières années. Maintenant, ce qu'on observe, si on se place dans un point de vue occupant, donc maître d'ouvrage privé à titre d'occupant de son propre logement, on avait une distinction qui se faisait entre des loyers et des foyers en fait avec des ressources limitées et d'autres foyers sans ressources, sans plafond de ressources. C'est les principales évolutions qu'on peut observer sur ce périmètre-là, c'est que concernant les occupants d'un foyer, donc d'un logement à rénover, le mécanisme qui existait se traduisait par en fait un crédit d'impôt à la transition énergétique qui s'appelait le CITE, dont on a beaucoup entendu parler, qui disparaît progressivement pour être intégré dans un service de MaPrimeRénov' et donc de déplafonner en fait les plafonds de ressources. Il n'y a plus de limite au plafond de ressources pour bénéficier des aides pour intervenir en rénovation. On va voir par la suite comment ça se traduit. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. La deuxième nouveauté, elle était juste ici, c'est que sur les copropriétés, on va aussi pouvoir activer des aides.
Donc, je vois que ma souris. On va aussi pouvoir activer des aides. Donc là, il risque d'y avoir du monde à se bousculer au portillon, puisqu'on sait très bien les consommations qui sont envisageables au niveau des copros et à quel point ça bloquait actuellement sur des ensembles de propriétaires sur un même logement collectif. Et la dernière nouveauté, c'est au niveau des bailleurs. Là aussi, tous les investisseurs vont pouvoir désormais sur les maisons qui ont été réalisées depuis plus de 2 ans, à travers des dispositifs tels que le Pinel, sur des zones qui sont bien connues, activer des aides pour la rénovation de leur logement individuel. Donc un très très gros marché qui s'active aussi de ce niveau-là. Donc comment ça risque de se passer? C'est qu'on risque de voir d'une part une rénovation par lot qui va s'effectuer par les artisans en fait sur chacun des postes sur lesquels on peut avoir une action. Mais c'est ce qui est aujourd'hui renforcé, c'est surtout la rénovation globale, avec plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte et notamment beaucoup de maîtrise d'œuvre en direct, mais aussi des CMI qui agissent de plus en plus, des constructeurs de maisons individuelles qui agissent de plus en plus en rénovation et des architectes qui peuvent avoir leur rôle à jouer également. Donc, au niveau de la répartition des aides, quand on se pose sur la rénovation par lot, on observe bien qu'on a toujours les dispositifs qui sont existants avec les C2E, les certificats d'économie d'énergie depuis quelques années, qui se cumulent désormais avec MaPrimeRénov. Et avec une volonté, en fait, de faire un kiosque commun, en fait, un bureau commun pour ces deux aides, même si on n'y est pas encore. Concernant la rénovation globale, et c'est là où il faut noter que l'effort va être le plus fortement porté dans ces modifications suite à France Relance, on se place sur des forfaits de rénovation globale lorsqu'on va atteindre un gain énergétique supérieur ou égal à 55%. Là aussi, cumul de MaPrimeRénov et des C2E avec des petits bonus qui interviennent en complément. Typiquement, bonus de sortie de passoire énergétique quand on va réussir à sortir des classes F et G, ce qui contient une partie importante du parc à rénover. Il s'agit là d'éliminer les fameuses passoires thermiques. On a également un bonus sur rénovation ambitieuse. Donc là, sur l'autre échelle de la performance, c'est vraiment d'aller vers de l'optimum, du A et du B, ce qui correspond à du BBC rénovation et qui sera aussi abondé en fait pour aller vers cette ambition-là d'une rénovation ambitieuse. Et enfin, un sujet qui peut tous vous intéresser, je pense, autour de la table, un petit soutien financier AMO. Donc voilà, ce sont des dispositifs qui existent et qui vont être renforcés. Donc autant d'opportunités pour les acteurs de la construction de basculer de plus en plus vers la rénovation de masse. Juste des petites informations. On va pas rentrer dans le détail, on n'en aura pas le temps ici, mais la grosse nouveauté qu'il y a eu, je pense que tout le monde en a entendu parler, si ce n'est à titre professionnel, c'est à titre privé, c'est les nouveaux barèmes de classification pour les rénovations, mais qui montrent bien ici qu'indépendamment du revenu, on a surtout l'information qui est notée sur le déplafonnement et à partir du moment où les ressources sont, on va dire, élevées par rapport à une majorité de la population, on peut quand même bénéficier d'aides qui restent intéressantes, qu'on soit hors Île-de-France ou en Île-de-France, avec des montants qui sont très 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 stimulants. Alors ici, je vous proposais de vous soumettre aussi un tableau qui a été relativement bien composé, en fait, qui reprend toutes les différentes aides aujourd'hui accessibles. Donc, on va retrouver en fait pour chacun des lots la catégorie de travaux qui est concernée, le critère de performance énergétique qui est requis pour déclencher les aides, des exemples de normes et également le cumul qu'on peut retrouver sur MaPrimeRénov avec les quatre classes de salaire en fait de rémunération des foyers, la TVA à 5,5 lorsqu'elle est applicable, l'éco-PTZ lorsqu'il est applicable, un indicateur pour les C2E qui renvoie par lot et également deux notions qui sont là vraiment orientées pour des revenus plus modestes sur les C2E précarité, certificat d'économie précarité, et toutes les aides qui sont aussi débloquables par Action Logement au titre de la rénovation. Et donc nous retrouvons ici ce barème appliqué pour différents lots, que ce soit l'isolation de la toiture, que ce soit l'isolation des murs donnant sur l'extérieur. Bien sûr, une grosse part est donnée à l'isolation puisque c'est le principal poste pour optimiser les consommations d'énergie, comme vous vous en doutez bien. On voit aussi des indications sur les évolutions qui ont été constatées, soit à la baisse ou soit à la hausse. On continue avec le mur et les parois vitrées. Et on a d'autres lots qui se trouvent par derrière.
Donc l'idée n'étant pas ici de rentrer dans le détail sur chacun des lots, puisque ce document vous sera transmis par un tech service à la suite de ce webinaire. Mais c'est intéressant d'avoir cette vue globale sur ces différentes aides. Le document est assez complet puisqu'on va aussi retrouver ces indications pour les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Et en fait, avec des cumuls qui au total peuvent être très très pertinents, puisque on n'oublie pas qu'on peut aller débloquer jusqu'à des enveloppes de supérieures à 10 000 euros ou à 15 000 euros sur des simples lots, en sus des éco PTZ qui là sont plus hauts dans les aides de l'État, qui permettent de débloquer jusqu'à 30 000 euros à taux zéro pour financer également ces travaux de rénovation. Alors, le dernier poste qui était aussi intéressant, c'était ces petits bonus, et notamment dans le cadre de l'AMO, on voit donc qu'il y a des petites aides qui existent en complément pour pousser vers cette rénovation globale. Donc jusqu'à 3 500 euros même pour les plafonds les plus aisés. Le bonus BBC au passeport thermique qui se traduit globalement par du 500 euros minimum. Donc et la question d'audit énergétique qui peut là être pertinente en termes d'AMO pour chaque type de travaux rénovés, qui va de 300 à 500 euros, et par contre qui est exclu pour les foyers les plus aisés. On retrouve de nombreux exemples sur les sites du gouvernement, maprimerénov.gouv, avec des simulations qui peuvent vous orienter sur les clients particuliers, sur leur typologie de ménage, pour indiquer les montants qui sont accessibles. Et donc vous retrouvez tous ces éléments dans le document transmis par un tech service à la fin du webinaire. Et je passe la main à Sébastien Prévost pour la partie logements sociaux. Oui, bonjour à tous. Merci Ronan pour ta présentation. Moi, je suis Sébastien Prévost, responsable grand compte logement collectif. J'ai reconnu quelques noms parmi les participants. Je suis content de tous vous revoir. Je m'occupe aujourd'hui principalement de tout ce qui est promoteur et habitat social. Donc, je vous propose d'abord de regarder un petit peu à quoi correspond l'habitat social aujourd'hui. Ça représente à peu près 5 millions de logements, donc ils sont répartis à peu près 4,2 millions en logements collectifs et 700 000 en termes de maisons individuelles. Sachant qu'en fait, le secteur du logement social est en train de se structurer très, très fortement. Normalement, à la fin du mois de décembre, ils auront fini de se regrouper, ce qui fait que les plus grands groupes de bailleurs, en fait, représentent un parc absolument colossal. Si on prend les 10 plus grands groupes de bailleurs aujourd'hui, c'est presque la moitié, en fait, du parc de logements sociaux de France, ce qui est quand même assez impressionnant. Ce parc est rénové à hauteur d'à peu près 150 000 logements par an. C'est principalement des opérations de taille relativement moyenne. Il y en a assez peu, en fait, qui sont à plus de 50 logements, à peu près 30%. Et ça représente un chiffre d'affaires situé en fonction des années entre 3,8 milliards et 4 milliards en termes de réa. Donc, gardez bien cet ordre de grandeur en tête, parce que quand on va rentrer, en fait, dans le détail des subventions, vous allez tout de suite comprendre à quoi correspondent les subventions par rapport au chiffre d'affaires global des logements sociaux. Donc, si on peut passer à la slide d'après. Merci. En fait, aujourd'hui, le gouvernement a prévu 500 millions d'euros, donc pour 2 années, 2021 et 2022. Donc, si on rapproche ça en fait des 4 milliards qui sont investis, on est sur à peu près 4%. Donc, c'était vraiment un coup de pouce qui est donné par le gouvernement par an. Donc, c'est 4% par an pour le logement social, qui sont subdivisés en 2 items. Un premier item qui a une subvention de 40 millions d'euros visant à la massification des solutions industrielles. Donc avec un objectif d'à peu près 10 000 logements rénovés sur cette période. Alors pour ceux qui en sont déjà familiers, ça s'apparente beaucoup au projet Energy Strong, mais on aura l'occasion de revenir dessus juste après. Et il y a 460 millions d'euros qui sont prévus pour la rénovation lourde de 40 000 logements. Donc là, ce seront des subventions directes portées par les territoires, avec quelques petites modalités qu'on va voir juste derrière. Et en complément, parce que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, l'Union européenne a prévu voilà, tu peux aussi passer, hein, Ronan, pas de souci, a prévu quelques financements supplémentaires, puisque vous connaissez certainement tous le FEDER, qui est le Fonds européen de développement pour les régions, sur lequel les bailleurs sociaux s'appuient aujourd'hui énormément. Et donc, en fait, ils vont continuer de s'appuyer dessus. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif de toutes les aides éligibles au logement social
à partir du 1er janvier. Donc, vous avez en orange déjà tout ce qui existe comme mécanisme. Donc, ce sont des choses que les bailleurs sociaux maîtrisent et vont continuer d'utiliser. Donc, ces process sont, pour le moment, certains montants ne sont pas connus. Par exemple, sur le FEDER, on attaque une nouvelle période, un nouveau septennat, on ne connaît pas encore tous les montants. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur la Banque européenne d'investissement, habituellement, enfin, l'an dernier, il y avait 13,5 milliards. Là, ils ont décidé de doter de 15 milliards d'euros en plus. Donc, les bailleurs vont pouvoir s'appuyer là-dessus aussi. Et après, vous avez différents mécanismes au niveau européen qui ont été rajoutés, donc qui font partie du programme Next Generation EU, qui est en fait le programme européen de relance, qui accorde entre autres à l'État français 40 milliards. Donc, c'est une partie en fait des 100 milliards annoncés par le gouvernement, dans lesquels en fait on va retrouver les fameux 500 millions subdivisés sur les 2 lignes qui sont en bas. Et il y a aussi 2 autres mécanismes au niveau européen qui ont été rajoutés, sur lesquels les bailleurs sociaux vont pouvoir s'appuyer. Donc, avec 55 milliards et 40 milliards qui sont vraiment à destination des territoires et de façon à maximiser la transition énergétique, entre autres. Donc, si on passe à celle d'après, juste pour une petite information sur la partie rénovation énergétique, la condition pour le moment qui semble se dégager, c'est qu'il faudra atteindre du BBC Rénovation. Voilà, c'est la condition qui est en cours d'étude auprès des ministères. Pour vous refaire un petit shaving rapide sur le programme Energiesprong qui nous vient des Pays-Bas, c'est aujourd'hui porté en fait par une entité qui s'appelle Greenflex, qui est financée par les C2E et les fonds européens. Le principe d'Energisprong, en fait, certains l'ont déjà vu puisque sur certaines régions, ça fait quelque temps qu'il y a des tests. Je pense par exemple à la région Hauts-de-France, ainsi que dans la région sud-est, il y a quelques tests aussi. L'idée étant d'avoir des rénovations les plus rapides possibles en ayant recours à la préfabrication, tout en ayant des objectifs qui sont très, très ambitieux en termes énergétiques et aussi en termes de coûts. Donc, je vous ai remis en bas les différents principes fondateurs de la rénovation via Energiesprong. Le premier, c'est énergie zéro, c'est-à-dire qu'il faut avoir une très, très bonne enveloppe et prévoir aussi des systèmes de génération d'énergie type énergie renouvelable. Nous sommes sur des temps de travaux qui sont très courts. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut que la rénovation d'un bâtiment soit faite d'un logement soit faite en moins de 2 semaines. C'est quand même très rapide, tout en ayant des garanties de performance sur 30 ans, ce qui est assez nouveau pour notre profession du bâtiment. Et aussi, le financement doit être autoporteur sur 30 ans. Donc ça, c'est l'idée à terme d'Energisprong. Donc voilà pour vous resituer un petit peu ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Et je passe la main directement à mon collègue Pascal Geneste pour la partie santé. Merci Sébastien. Donc, Pascal Geneste, j'ai en charge le tertiaire public. Là, plus exactement, je vais faire un focus sur les établissements de santé. Et Arnaud Le Tourmy, à suivre, développera, lui, l'enseignement et les autres bâtiments tertiaires, puisque la mécanique est similaire. Alors, concernant les bâtiments de santé, ce qu'on peut en dire, et par rapport au potentiel sur la rénovation énergétique, c'est qu'à ce jour, il y a environ 4000 établissements de santé, comprenant effectivement les hôpitaux, cliniques, centres de soins, environ 7500 EHPAD, ce qui représente, si on traduit en mètres carrés, en fait, 120 millions de mètres carrés d'existants, 70 millions concernant les hôpitaux et les cliniques et 50 millions au niveau des EHPAD. Voilà, tu peux changer. Merci. Donc, concernant le Ségur de la santé, en fait, au niveau des conclusions, ça va s'appuyer sur 2 sources de financement. Une source sur le fonctionnement du système de santé à hauteur de plus de 9 milliards et une source sur l'investissement dans notre système de santé, lui, à hauteur de 19 milliards. Tu peux changer. Et en fait, ça a été écrit sous 4 piliers. 4 piliers, 33 mesures qui vont mettre en fait les bases, le fonctionnement du décryptage de ce plan de financement. Alors, au niveau des piliers, comme je vous le citais, 4 piliers, ce qui va nous intéresser avant tout, c'est le pilier numéro 2, dans lequel on retrouve effectivement ces 9 milliards 100. Au niveau de ces 9 milliards, 50 millions vont être attribués à l'investissement, enfin à l'ouverture de 4000 lits à la demande.
ce qu'on peut connaître en fonction des crises sanitaires des régions. Effectivement, il y a une enveloppe attribuée pour l'ouverture de lits. Et il y a ensuite 50 millions pour la transition énergétique dans les établissements de santé et médico-sociaux. Et ensuite, 10 millions qui sont attribués pour les hôtels hospitaliers. Ça, c'est une nouvelle démarche que l'on voit sur ces dernières années. Le système hospitalier en lien avec l'hôtellerie. Et la dernière mesure, c'est donc les 19 millions. Concernant les 19 milliards. Concernant les 19 milliards, vas-y, tu peux aller sur la slide suivante, Renan. En fait, ces 19 milliards complémentaires vont être répartis sur 2 points. 13 milliards vont servir à la reprise de dettes dans les établissements de santé et 6 vont vraiment être engagés en fait sur les 5 prochaines années dans la rénovation. Alors, par rapport à ça, je peux changer effectivement. Voilà comment les 6 milliards se décryptent. 2,100 vont être attribués pour les établissements médico-sociaux, pour la transition, la rénovation, mais surtout aussi pour les équipements. Quand je parle d'équipements, c'est les rails de transfert, les fauteuils électriques, les capteurs de détection de chute. Le budget va être principalement attribué dans ce type de domaine et dans le rattrapage numérique. Ensuite, pour les hôpitaux, 2,5 milliards, comme on l'a indiqué, répartis sur 5 ans pour les projets hospitaliers et surtout les projets ville-hôpital. C'est remettre effectivement la commune, le territoire au sein du secteur hospitalier. Puis 1,4 milliard sur 3 ans pour le rattrapage numérique dans son ensemble, au niveau des outils de gestion. Suivant. Alors, je vous parlais de piliers tout à l'heure et je vous parlais de mesures. 4 piliers, 33 mesures. Une des mesures, qui est la numéro 10, en fait, indique clairement qu'il faut redonner du pouvoir au territoire en matière d'investissement en santé. Avant, il y avait le COPERMO. Le COPERMO était le comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins. Celui-ci, l'État a décidé de le dissoudre et de faire naître le Conseil national de l'investissement en santé. Alors, la composition à ce jour n'est pas encore totalement connue. Cette composition est en train de se mettre en œuvre. Il faut rappeler que le plan de santé est étalé sur 5 ans. L'idée, avant tout, est de redonner en fait l'équité au territoire, de bien mettre les élus dans la prise de décision au sein de ce comité et d'avoir une répartition d'enveloppes d'investissement qui soit équitable en fonction des régions. Voilà. Tu peux changer. Donc, ce qu'on en sait, et pour résumer très brièvement, c'est qu'on est en veille en fait de savoir comment ce conseil va se diriger, et on est à l'écoute effectivement de tous les projets qui vont être mis en œuvre sur le sujet, puisque actuellement c'est en cours de discussion. Donc, pour synthétiser, en fait, 2,5 milliards répartis entre 2021 et 2025, et si on résume, en fait, ça donne un potentiel de 200 millions sur les 13 régions et une enveloppe d'un peu moins de 2 millions par département. Voilà, je vais passer le relais à Arnaud qui va vous exposer effectivement ce qu'il en est au niveau des établissements scolaires. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Donc Arnaud Le Tourmy, directeur grand compte tertiaire privé, qui est finalement un peu le parent pauvre du plan de relance. Donc je viens donner un coup de main à Pascal côté public. Donc je vais vous présenter les établissements scolaires. Donc sur cette première diapositive, en fait, c'est un petit peu le panorama du parc des bâtiments d'enseignement, à peu près 80 000 établissements, dont 85% de public, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce qui représente quand même 190 millions de mètres carrés et qui en fait le 3e segment du tertiaire. Sur le slide d'après, vous allez pouvoir voir, en fait, on s'intéresse donc là pour le coup au parc des bâtiments publics, qui représente à peu près 70% du parc que je vous ai présenté juste avant, donc c'est à peu près 134 millions de mètres carrés. Et là, au niveau des clés de répartition, vous avez d'abord 24% qui concernent les écoles primaires, les écoles maternelles, 3% qui concernent tout ce qu'on appelle les crèches ou les établissements accueillant des jeunes enfants. Et ces deux segments-là sont directement gérés par les communes.
Ensuite, vous avez la partie collège qui représente 32% de ce parc, qui est là pour le coup géré par les départements. Puis la partie lycée plus CFA qui représente 19% de ce parc public, qui est là pour le coup géré par les régions. Et enfin, 22% des établissements de l'enseignement supérieur public qui sont gérés directement par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Sur la slide d'après, un petit zoom sur les collèges qui, comme je l'ai dit, sont gérés par les départements. Sur la partie droite de la diapositive, vous voyez un histogramme du nombre de collèges par académie, avec en bleu la partie publique et en rouge la partie privée. Donc ce qu'on voit, c'est que 50% des collèges sont sur 8 académies. Et si on se focalise sur la partie publique qui nous intéresse, il y a 13 académies qui ont plus de 200 collèges, ce qui représente finalement 67% du parc et 18% en Île-de-France. Sur la slide d'après, on va faire la même chose sur la partie lycée, qui sont eux gérés par la région. Même typologie de diagramme sur votre droite, et donc 2 régions concentrent un tiers des lycées. Et si on se focalise sur la partie publique qui concerne le plan de relance, donc les diagrammes en bleu, 5 régions représentent plus de 200 lycées publics, ce qui représente 62% du parc et 20% en Île-de-France. Ça permet de voir un petit peu comment on est positionné sur la France. Si on passe sur la slide d'après, là, c'est pour vous expliquer un petit peu le financement lié au plan de relance. Donc déjà, piloté par la direction de l'immobilier de l'État, la DIE, 4 milliards d'euros sont attribués pour les bâtiments publics hors santé, ce qu'a présenté Pascal, pour l'année 2021-2022. Ces 4 milliards se décomposent de la manière suivante. 300 millions d'euros sont attribués pour les lycées, donc qui seront gérés par les régions. Puis ensuite, sur les 3,7 milliards d'euros restants, deux points. Le premier, appel à projet pour l'enseignement supérieur, donc directement géré par le ministère, plus tous les bâtiments de l'État, on y reviendra, et une autre partie sur la dotation au département, à la fois pour les bâtiments départementaux, donc les collèges au niveau de l'enseignement, qui sont gérés par les départements, et ainsi que les collectivités qui sont gérées par les communes, où là, on va retrouver également les écoles, mais aussi les équipements sportifs, les logements collectifs sociaux, etc. Et là, ce qui est intéressant de vous dire, c'est que la liste des projets retenus est connue depuis lundi, et j'aurai 2 diapositives enfin qui vous l'expliqueront. Tu peux passer à la suivante. Là, ce qui est important de savoir, c'est quels sont les grands décideurs et les porteurs de projets au niveau enseignement. Donc, l'élément essentiel, c'est ce qu'on appelle la Conférence nationale de l'immobilier public. C'est une gouvernance qui peut devenir complètement ad hoc. Et c'est pour ça que vous voyez que ça s'appelle CNIP Relance, parce que c'est vraiment la Conférence nationale de l'immobilier public dans le cadre du plan de relance. Donc ça, c'est vraiment un organe extrêmement important. La direction de l'immobilier de l'État, j'en ai déjà parlé. Évidemment, vous avez au niveau des régionales et locales, les conseils régionaux et les conseils des grandes métropoles avec toutes leurs équipes techniques en dessous, et les 2 ministères que sont le ministère de l'économie et le ministère de l'enseignement supérieur. Tu peux passer. Là, c'est juste pour vous montrer sur cette diapo le processus des fameux appels à projets. Donc en fait, pour les petits projets, 10 petits projets, c'est-à-dire inférieurs à 5 millions d'euros et inférieurs à 8 millions d'euros pour l'Île-de-France, l'instruction s'est faite par les inspecteurs régionaux d'équipement qui ont proposé la liste à la conférence régionale de l'immobilier public, qui l'a examinée, qui l'a fait valider en local par les préfets et les recteurs régionaux. C'est passé ensuite au niveau de la direction de l'immobilier de l'État pour l'interclassement et c'est la conférence nationale de l'immobilier public qui a validé. Ensuite, ce sont le comité national de suivi de la relance qui va valider le déblocage du financement au bénéfice local. Si les projets sont dits projets nationaux, soit supérieurs à 5 millions d'euros ou à 8 millions d'euros pour l'Île-de-France, c'est passé en fait directement au niveau du CNIP Relance. Donc là, c'est juste pour vous indiquer les principales dates au niveau des appels à projets. Tous les candidatures ont été déposées avant le 9 octobre de cette année. Les projets sélectionnés ont été annoncés lundi. Ce qui est à noter, c'est que tous les marchés publics seront notifiés avant le 31 décembre 2021 et tous les projets doivent être livrés avant le 31 décembre 2023 et 2024 pour les projets complexes. Donc là, on est vraiment dans le lancement de l'interaction entre nous tous pour faire que ça soit une réussite. Et c'est ce que décrit la partie basse de la diapositive. Tu peux passer, Ronan.
Donc en effet, ce que disait Pascal un petit peu en préambule, pour tout ce qui concerne l'immobilier public, on va rester exactement sur le même processus que ce que je vais expliquer pour l'enseignement. Donc c'est tout ce qui concerne les casernes de pompiers, les gendarmeries, les bâtiments de la sécurité sociale ou civile prennent la même direction. Tu peux passer? Donc, deux dernières diapositives qui sont fraîches. Comme je vous le disais, l'annonce a été faite lundi dernier. Des projets retenus dans le cadre des deux appels à projets que sont pour les bâtiments publics de l'État et pour l'enseignement supérieur. Ce qu'il faut voir, c'est que initialement, sur la partie gauche de la diapositive, c'est ce que je vous ai expliqué, il y avait les 3,7 milliards d'euros en appel à projets sur l'enseignement supérieur et le bâtiment de l'État, qui a donné lieu d'ailleurs à vraiment un fort investissement de la part des équipes, parce que mi-octobre, il y avait 6 682 candidatures de projets pour 8,4 milliards. Retenus au 14 décembre, 4 214 projets sur la partie droite pour 2,7 milliards d'euros, dont à peu près la moitié pour des projets dits nationaux, c'est-à-dire supérieurs à 5 millions d'euros ou supérieurs à 8 millions d'euros en Ile-de-France, et l'autre moitié pour 4 124 projets régionaux. Ce qui laisse à penser que la partie dotation collectivité territoriale, dont je vous ai parlé aussi, devrait avoir une attribution de 1 milliard d'euros. Ça reste à confirmer. Dernière slide pour la suivante. Vous avez accès sur le site du gouvernement avec le lien qui est ici sur l'immobilierétat.gouv.fr où en fait ils ont vraiment fait une cartographie que vous voyez un petit peu des projets qui ont été retenus. Et vous pouvez également télécharger un fichier Excel qui vous donne le type de projet en fonction de la région, de département, de la commune et des typologies de personnes qui occupent les locaux, gendarmerie, sécurité civile et ainsi de suite. Donc très bien fait. Voilà pour ma part. Je pense qu'on est à peu près dans le timing. Merci Arnaud, merci à tous pour les explications. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la séance de questions-réponses avant de boucler cette première session et de vous donner rendez-vous vendredi matin. Merci à tout le monde. Alors, je vais reprendre, il y avait quelques interactions. Il y avait une question pour Arnaud. C'était concernant les autres régions de l'Île-de-France. Vous étiez sur les marchés de l'enseignement. Il posait une question par rapport aux autres régions d'Île-de-France et les EPIC également. Alors, pour les autres régions que l'Île-de-France, de toute façon, ça concerne toutes les régions. Hein. Ronan, tu peux remonter juste le slide d'avant, s'il te plaît. Là, il y a vraiment toutes les régions sont concernées en fait, et pas uniquement l'Île-de-France. Si c'était ça la question. Alors, est-ce que Monsieur Morel, on a répondu à votre question? Oui, merci. Super. Ensuite. Alors, par rapport à votre question, complément de question sur les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ma connaissance, il me semble que dans les deux premiers appels à projets nationaux qui ont été publiés au mois de septembre et qui ont été clôturés début octobre et pour lesquels on vient d'avoir la restitution des lauréats, nous avons des bâtiments des établissements publics à caractère industriel et commercial rattachés aux différents services de l'État. Donc, je pense qu'ils sont concernés. J'ai plus en tête d'exemple, mais pour moi, ils sont concernés. De toute façon, tout est vraiment sur le site qui est plutôt bien fait pour aller récupérer les infos. Alors, il n'y a pas forcément énormément de détails, mais déjà, au moins, on sait certaines choses. Donc, ça commence à se mettre en place. Hein. En effet, tout à fait, Olivier. Ensuite, une question de Michel Guémy. Y a-t-il un traitement particulier pour les Outre-mer dont vous n'avez pas parlé? Alors, moi, je veux bien prendre le point au niveau de la santé. En fait, il n'y a pas un point particulier, mais en tout cas, il y a une directive forte de l'État de donner des actions prioritaires au niveau de l'outre-mer dans le secteur de la santé. Je vous dis, pour l'instant, on n'a pas cette chance d'avoir le même retour que pour l'enseignement et les autres bâtiments tertiaires publics. On est vraiment en veillance et en attente d'éléments qui vont pouvoir nous délivrer, mais il y a une forte recommandation au niveau des territoires d'outre-mer sur ce sujet-là.
au niveau de ce qui concerne la santé. Pour compléter ce que dit Pascal au niveau des bâtiments publics, toujours encore sur le site du gouvernement, avec tous les projets qui ont été retenus, vous avez des projets en Outre-mer. Donc sur ces appels à projets, il n'y a pas de différenciation en fait entre Outre-mer ou métropole. Merci beaucoup. Et oui, Vincent, nous vous enverrons la présentation. On fera un mail récap à la suite de ce webinaire et on vous enverra bien sûr la présentation qui a été affichée aujourd'hui ainsi que le contact des intervenants. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre aujourd'hui? Alors, il y avait la question de Florent Buffin, mais j'ai directement répondu dans le chat. Donc, Florent alertait sur le fait que les aides dans le programme d'Action Logement ont été suspendues la semaine dernière. Effectivement, Action Logement avait mis en place un mécanisme d'aide complémentaire à MaPrimeRénov' et au C2E qui est très incitatif et qui a été victime de son succès. À ma connaissance, il y a eu depuis son lancement, il y a à peine 3 mois, il y a eu 60 000 demandes. Donc c'est extrêmement important et du coup Action Logement a temporairement suspendu le dispositif en attendant de prendre une décision d'ici la fin du mois, annoncée d'ici la fin du mois. On verra bien effectivement quand la décision tombera. Quant à la reconduction de ce dispositif sur 2021 et avec certainement des évolutions de modalités. Donc on est en attente sur ce point-là parce qu'effectivement, ce dispositif a été victime de son succès. Alors c'est pénalisant parce que ça conduit à des stop and go dans les aides et c'est pas du tout sécurisant pour le montage de plans de financement et pour se lancer dans des travaux. Encore une fois, quand on parlait tout à l'heure d'hésitation, de maître d'ouvrage et de processus complexes, quand on a ce genre d'aléas, c'est vraiment très très pénalisant et ça crée une peur généralisée et c'est un vrai frein à la dynamique. On peut également signaler que du coup Action Logement avait beaucoup pris le relais de décalage de paiement qui se faisait un peu tardivement sur MaPrimeRénov' et que du coup là en suspendant un petit peu leur action, c'est aussi un peu pour remobiliser au niveau de la prime rénov' et les responsabilités auprès de l'État pour qu'ils mettent plus de ressources pour achever en fait plus rapidement ces contrats et ces efforts de trésorerie pour réaliser les travaux. Tout à fait. Alors, merci bien. Il y avait une autre question. Y a-t-il des aides particulières pour des projets de rénovation dans le cadre de la NRU? Alors, dans le cadre de l'ANRU, c'est un cadre particulier qui permet de concentrer encore plus d'aides. Ce qu'on a expliqué aujourd'hui, les aides France Relance, viennent en complément, peuvent être cumulées avec les aides classiques dans le cadre de programmes ANRU sur des zones particulières ciblées. Donc, j'ai pas entendu parler d'adaptation particulière dans le cadre de programmes ANRU liés à France Relance. Par contre, très clairement, les aides sont cumulables. Donc, ça fait un effet levier plus important. Alors, une question de Monsieur Albaric. Ces financements sont suspendus tout de même au volontarisme des collectivités à développement des projets puisqu'il y a des deadlines pour les réaliser. Est-ce qu'on est sûr que les projets et collectivités vont suivre? Excellente question. C'est une crainte générale et on l'a aussi. En réalité, on a beaucoup d'argent dans le cadre du plan de relance qui a été mobilisé au niveau national et on identifie un vrai risque que les collectivités ne se mobilisent pas pour dépenser les 3,7 milliards qui ont été décidés. Ce qu'on peut voir, c'est que le retour des premiers appels d'offres que l'on a vu avant-hier avec la liste des projets est plutôt très encourageant. Et on voit une vraie mobilisation des collectivités qui, d'ailleurs, au lendemain de l'annonce du plan France Relance, ont reçu une circulaire de la part du gouvernement pour les mobiliser sur ces appels à projets avec un principe d'attribution des aides au premier arrivé, premier servi.
On voit que la dynamique a été clairement enclenchée au niveau de la réponse à ces appels à projets, au niveau de l'attribution des lauréats et des aides. Et maintenant, effectivement, on rentre dans la phase opérationnelle. Là, ce sont des engagements de financement et d'aide au financement. Et il faut maintenant traduire ces engagements de financement sur projet par des réalisations concrètes. Et là, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de trop de taux de chute ou de taux de perte, entre guillemets, par des baisses de motivation. Donc, on a également une autre question. Donc, ces aides, comme les fonds FEDER, sont-elles conditionnées à des pourcentages de montant de travaux? Alors, les critères définis pour ces aides ne sont pas définis en pourcentage de prise en charge de montant de travaux. On a ces critères qui sont définis dans les appels à projets. Et il n'y a pas ce type de pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage maxi pris en charge par les aides France Relance dans le cadre de ces projets-là. Il n'y a pas forcément d'effet levier type prise en charge de 30%. Il peut y avoir une prise en charge plus importante que ça. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, donc, on a deux autres questions. Donc, les aides sont-elles conditionnées à des certifications de compétences RGE? On fera la deuxième après. Affirmatif. Alors oui, pour les aides dans le cadre de la rénovation du logement privé, pas forcément dans les autres cas. Dans les autres cas où on a un maître d'ouvrage professionnel, c'est au maître d'ouvrage professionnel d'écrire les critères de qualité et de compétences qu'il souhaite dans ses appels d'offres. D'accord, merci. Et pour la question d'après, en fait, Ronan, est-ce que tu peux remonter une diapo avant, s'il te plaît? Dans les diapositives que vous aurez, vous avez le lien pour pouvoir accéder directement. Vous avez deux liens. Un lien qui permet d'accéder à une interface qui permet de géolocaliser par région et par département les opérations qui ont été lauréates des deux premiers appels à projets. Et vous avez un deuxième lien qui permet d'accéder à une liste des projets, une liste exhaustive avec, de mémoire, il doit y en avoir 4214. Et donc, vous avez cette liste-là qui est accessible, qui est téléchargeable et pour laquelle vous avez dans les descriptifs les grandes lignes des postes de travaux concernés par la rénovation énergétique. Et c'est tout à fait ça. Pour compléter, en fait, il faut aller sur le site immobilier.eta.gouv.fr. Le lien sera dans la diapositive et vous avez à la fois la possibilité de télécharger un fichier Excel ou d'utiliser la cartographie que le gouvernement a mise en place pour aller voir un petit peu les projets. Tout à fait. Merci beaucoup. Une autre question de Monsieur Guémy. Avez-vous estimé le chiffre d'affaires généré par ces accélérations de travaux, commande privée plus publique? Alors, on peut faire des estimations de point de table. Typiquement, quand on prend un marché du bâtiment dont le chiffre d'affaires total neuf et rénovation est de l'ordre de 150 milliards d'euros à l'année, dont environ 100 milliards d'euros en rénovation, un petit peu moins. Si on prend les aides totales de France Relance à la rénovation énergétique, donc on va prendre 7 milliards d'euros, donc répartis sur 2 ans. 2 fois 3 milliards et demi. Et sur ces 3 milliards et demi, vous avez à peu près 1 milliard sur le logement privé pour lequel on peut considérer que les aides France Relance vont prendre en charge une partie seulement des dépenses des ménages pour la rénovation énergétique. Donc vous avez sur cette partie-là 1 milliard, un effet de levier sur le logement privé, puisque pour 1 euro d'argent public dépensé, il y aura peut-être 2 ou 3 euros au total dépensés dans un marché de travaux. Et par ailleurs, pour les bâtiments publics ou les bâtiments de logements sociaux, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas de plafond de prise en charge, donc on n'est pas sûr d'un effet levier. Mais ça veut dire que globalement, vous allez avoir un effet d'accélération qui peut être de l'ordre de 5%, 5-6% sur l'ensemble des marchés de travaux de rénovation. Et sur la partie travaux de rénovation énergétique, on n'est pas loin d'un doublement. Si on prend que le prisme réno énergétique.
Un calcul de coin de table avec les doigts. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue cette masterclass? N'hésitez pas, on peut prendre encore quelques minutes. Alors, on en a une autre. Donc, l'État travaille-t-il sur un argumentaire économique pour inciter le particulier au-delà des primes accessibles? Alors, on entend parler de mécanismes, de mise en place de mécanismes de tiers-financement pour les particuliers avec une prise en charge par un tiers du reste à charge des travaux. Et que ce reste à charge soit financé par les économies d'énergie. Et donc, on commence à en entendre parler en ce moment même comme une alternative à l'obligation de rénovation énergétique qui a été demandée lors de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, je n'en sais pas plus pour l'instant, mais cela fait partie des discussions en cours pour voir de quelle manière on peut accélérer la rénovation énergétique et traiter ce sujet du reste à charge pour les ménages, qui est toujours complexe à gérer et qui est un frein majeur au déclenchement de travaux. Merci beaucoup, Olivier. Alors, encore quelques questions. Une question de Monsieur Barren. C'est une belle rampe de lancement pour 2050, 35 millions de logements à rénover. Enfin, c'est plutôt un commentaire. Tout à fait, on est bien d'accord. 35 millions de logements à rénover à un niveau bâtiment basse consommation. Ça veut dire que sur 30 ans, ça en fait un peu plus d'1 million par an. Donc, il y a un énorme travail à mener. On n'est pas du tout dans ce rythme-là aujourd'hui. On est très très loin du million de rénovations BBC par an. Et donc du coup, on a une montagne devant nous à gravir pour atteindre cet objectif-là. Je pense qu'on va pas tarder à conclure, à moins qu'il y ait encore quelques remarques, quelques questions de dernière minute. Alors, il y en a une autre, donc c'est, vous avez évoqué Énergismon. Que pensez-vous de ce programme? Alors, c'est un programme qui a un intérêt important en matière d'expérimentation, de nouveaux business models, de nouvelles solutions techniques. On a des difficultés en France pour démultiplier des modes de rénovation reproductibles et industrialisés parce que nous avons plein de modes constructifs différents régionalisés sur le bâti ancien et parce qu'on a aussi plein d'architectures différentes qui du coup sont rédhibitoires et ne permettent pas de développer, comme ça a pu être fait dans d'autres pays, des systèmes industrialisés reproductibles sur l'ensemble du parc pour pouvoir faire des rénovations. Mais néanmoins, petit bout par petit bout, le test avec plusieurs étapes de test et un apprentissage progressif sur ce programme Énergisprong version française récent, et on sera très certainement amené à voir grâce à ce programme et Ça a coupé. Olivier, on ne vous entend plus. Il semblait qu'il y avait une question sur ce qu'on allait faire vendredi. C'est ça. Aussi. Précision par rapport au webinaire de vendredi. Une remarque sur la réponse interrompue. Est-ce que c'est quand j'ai parlé d'Énergisprong? Oui, c'est ça. Oui, il y a eu une coupure, Olivier, en fait. D'accord. C'est bon, on t'entend. Alors, sur Énergisprong, par rapport à la remarque complémentaire là, de Monsieur MacBook Pro, dont j'ai pas le nom dans le chat, oui, effectivement, pour les bâtiments des années 60-70 qui ont été construits avec une architecture reproductible, que ce soit sur du logement ou que ce soit sur des bâtiments scolaires, par exemple, il y a un vrai intérêt à essayer de trouver des business models et des solutions techniques reproductibles. Aujourd'hui, c'est un axe de développement important pour Énergisprong. En fait, il vaut mieux en France ne pas taper tous azimuts sur ce type de solution reproductible, mais bien se consacrer sur quelques parcs reproductibles avec des cas particuliers où on aurait un volume suffisant pour tenter une industrialisation. Et donc le parc des années 60-70
avec certaines parties du parc, le logement collectif social en particulier et la construction de l'époque des bâtiments scolaires nous paraissent intéressants à ce titre-là. Voilà, pour Monsieur Morel qui a effectivement précisé son nom. Et ensuite, oui, il y avait Monsieur Pinto qui demandait quelques précisions par rapport au webinaire et au lancement de votre outil France Relance de vendredi. Alors, quelques précisions. Alors, vendredi, on va vous faire découvrir une compilation des solutions de produits, de systèmes et de services que les différentes filiales du groupe Saint-Gobain peuvent proposer pour accompagner marché par marché le déploiement du plan France Relance. Donc, on aura 4 parties vendredi, une partie sur le logement privé, une partie sur le logement collectif social, une partie sur les bâtiments de santé et une partie sur les bâtiments d'enseignement. Et vous pourrez retrouver, et on vous fera donc une démonstration d'utilisation de cet outil qui se compose de 4 pavés et dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'essentiel des solutions qui permettent de répondre et d'accélérer donc le passage à l'acte avec des solutions innovantes et des solutions respectueuses de l'environnement que l'on trouve au sein du groupe Saint-Gobain et de ses différentes filiales. On va vous remettre le lien pour vous inscrire s'il y a des personnes qui ne se sont pas inscrites au deuxième épisode. Comme ça, vous pourrez directement vous inscrire via la billetterie et obtenir, comme aujourd'hui, un lien d'inscription. Enfin, un lien de connexion. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire et qui ne l'ont pas encore fait, je vous ai mis le lien directement dans le chat. Et on va passer à la dernière question de Monsieur Guémy. Les passoires thermiques bénéficient-elles de solutions spécifiques? Alors, pour les passoires thermiques, en réalité, les solutions sont les mêmes, qu'on soit passoire thermique ou pas passoire thermique, en termes de solutions produits et systèmes. Par contre, comme ce qui a été présenté tout à l'heure par Ronan, vous avez vu que pour les passoires thermiques, il y a une prime supplémentaire avec ce qu'on peut appeler une petite carotte supplémentaire pour pouvoir se concentrer sur la recherche de prospects propriétaires de passoires thermiques. Et donc, on a entre 500 et 1500 euros de primes supplémentaires lorsque l'on veut passer par l'intermédiaire des primes MaPrimeRénov', dans le cas où on part d'une passoire thermique et que l'on réalise des travaux. Donc, c'est une aide supplémentaire entre 500 et 1500 euros avec un forfait pour sortir de la classe passoire thermique, un bien immobilier. Et de la même manière, lorsque l'on veut atteindre le niveau bâtiment basse consommation, on a le même niveau de prime entre 1500, 1000 et 500 euros en fonction du revenu des ménages de primes additionnelles pour l'atteinte des niveaux du label bâtiment basse consommation. Merci beaucoup Olivier. Donc je pense que ça va être la dernière question parce que là au niveau timing on est bien. Nous avons respecté les 1 heure. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire et merci à l'équipe Saint-Gobain de nous avoir fait une présentation très complète. Donc là, la présentation vous sera envoyée par mail avec les contacts de l'équipe Saint-Gobain. Nous vous retrouvons ce vendredi pour le deuxième épisode qui s'intitulera Lancement de l'outil Saint-Gobain, donc de l'outil France Relance par Saint-Gobain. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous donner votre retour d'expérience directement dans le chat par rapport à cette présentation. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.